que le leader de l'organisation rivale, qui était à l'opposé de l'idéologie de Charles Blé Goudet, a même refusé de le reconnaître comme leader, parce qu'il n'était pas d'accord avec l'idéologie de l'organisation et il n'était pas d'accord avec Charles Blé Goudet perçu comme trop pacifiste. Et donc nous allons même pouvoir vous montrer qu'un des témoins de l'accusation, un témoin de l'intérieur, le témoin P156, reconnaît que Blé Goudet n'a jamais été impliqué dans quelque violence que ce soit. Et il a déclaré au procureur. Blé Goudet n'a jamais dit allez tuer, allez massacrer, allez faire ceci. Non, Charles Blé Goudet, oui, a fait bouger les gens. Mais on faisait quoi? Les mains nues. Apart from witness BP15. Et mis à part ce témoin P156, d'autres témoins du procureur vont aussi témoigner de cette nature de Blé Goudet. C'est le témoin 118 de l'accusation, un témoin de l'intérieur, qui déclare à l'accusation que l'alliance de Blé Goudet était très différente de toute autre organisation telle que la CONARECI, parce que celle-ci n'utilisait que le dialogue et plaidait en faveur d'un débat non armé. Et c'est par excellence l'objectif de l'alliance de M. Blé Goudet. Et Monsieur le Président, quand on regarde l'histoire authentique d'un homme, alors on connaît sa nature vraie. Et je pourrais vous montrer que M. Charles Blé Goudet était tout sauf un homme violent. C'était un homme de justice. Avant la crise, pendant la crise, après la crise. Vous verrez. Et les éléments de preuve l'attesteront que nous avions là un homme qui voulait réunir les gens, qui voulait le dialogue. Un homme qui, toute sa vie, a respecté l'état de droit, qui a respecté les groupes ethniques et religieux, sans avoir quelque sentiment de discrimination que ce soit. Nous allons pouvoir vous présenter des éléments de preuve qui attesteront que Charles Blé Goudet n'aurait jamais pu participer à un plan commun, contrairement à ce que le procureur affirme et qui aurait été établi en 2002. Ce qui est assez révélateur, c'est de voir qu'en juin 2015, et je viens d'en parler d'ailleurs, a interviewé un témoin de l'intérieur potentiellement important, un témoin de l'intérieur que nous allons appeler à la barre parce que le procureur a choisi de ne pas l'appeler. Et nous savons pourquoi. Et c'est ce que le témoin a déclaré à l'accusation au début de l'année. Non seulement les jeunes patriotes n'avaient pas une structure organisée avec un chef, mais encore plus important, c'est que Blé Goudet n'appartenait à aucun parti politique. Et quand vous allez entendre et intégrer le témoignage de ce témoin que nous allons appeler ici pour témoigner, vous comprendrez pourquoi le procureur a évité de le reprendre sur sa propre liste. Et ensuite, les éléments de preuve que nous allons présenter vous montreront qu'avant la crise et pendant la crise, M. Blé Goudet maintenait des relations à la fois proches et amicales avec des membres de la communauté musulmane et avec des gens du Nord. Il leur offrait parfois une aide médicale ou des dons pour financer leur pèlerinage à la Mecque. Vous entendrez d'ailleurs le témoin D1 qui vous le confirmera. Et nous pensons que les éléments de preuve que nous présenterons vous donneront un aperçu tout sauf pénal de l'attitude de M. Blé Goudet. Et
de son intention discriminatoire. Donc nous allons pouvoir vous montrer que, un témoin d'ailleurs qui en parlera, Monsieur Goudet était tout sauf contre les musulmans. Il allait dans la communauté, il allait dans les mosquées, il participait à des cérémonies, il faisait des donations aux mosquées. Après tout, c'était pas l'islam qui attaquait la Côte d'Ivoire, c'était les forces de Ouattara et l'armée française qui a armé ces forces. Et c'est ce que ce témoin D7 déclarait déjà en août 2014. Alors, notre homme, Blé Goudet, qui a créé l'Alliance au lendemain du coup d'État de 2002 par les forces rebelles, comment cet homme peut-il être targué d'être violent alors que l'Alliance de M. Blé Goudet, avait dans ses rangs des musulmans et des gens du Nord? Je vais maintenant vous montrer un clip vidéo qui ne fera que confirmer ce que je viens juste de dire. Il est divisé en deux parties. C'est une compilation de plusieurs vidéos concernant des événements qui se sont produits en 2009 et 2010. Et vous verrez au tout début, M. Blé Goudet, lors d'une réunion avec plusieurs associations musulmanes de la Côte d'Ivoire en 2010. La réunion avait été organisée par la COGEP à son siège à Yopougon. Et lors de son discours, M. Blé Goudet a répété que les musulmans ne devraient pas se sentir à l'écart. Après ce clip, vous verrez un autre clip vidéo et vous verrez certaines des actions sociales de la COGEP auxquelles j'ai fait référence, comme par exemple la rencontre de personnalités musulmanes ivoiriennes influentes afin de rétablir l'harmonie entre les différentes communautés en 2009, et également les dons en matériel qui ont été offerts à plusieurs groupes musulmans afin de les aider à construire ou reconstruire, grâce aux matériaux offerts, des lieux de prière et des écoles coraniques. Ces actions se sont déroulées en plusieurs lieux sous la supervision de M. Blé Goudet, donc à Douékoué, Gagnoa et à San Pedro. Le café politique, la tribune d'échange, était ce week-end à sa deuxième étape. Au siège du COGEP aussi à Yopougon, le directeur national de campagne adjoint du candidat Laurent Gbagbo, chargé de la mobilisation de la jeunesse Charles Blé Goudet, a reçu les différentes associations musulmanes, notamment l'association des jeunes imams de Côte d'Ivoire, la communauté musulmane universitaire et l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. À bâton rompu, sans détour, le directeur national de campagne adjoint chargé de la mobilisation de la jeunesse a répondu aux préoccupations de ses invités. Charles Blé Goudet leur a demandé de rester mobilisés et d'être au rendez-vous de la destinée de la mère patrie. Nous avons encore la possibilité de sauver ce pays. Quand on parle du futur de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart. Quand on parle du changement de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart. Quand on parle de la défense de l'identité de la Côte d'Ivoire, le musulman ne doit pas se sentir à l'écart. Parce que le musulman fait partie de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est musulman ivoirien. Quand on dit allons défendre la Côte d'Ivoire, ne soyez pas à l'écart. C'est avec vous qu'on va défendre la Côte d'Ivoire. Avec à la tête quelqu'un qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Après avoir perçu les enseignements et le sens du combat du président Laurent Gbagbo pour faire de la Côte d'Ivoire un État développé et prospère pour le bonheur des Ivoiriens, la jeunesse de la communauté musulmane a promis d'accomplir la mission à elle confiée par le directeur national de campagne adjoint chargé de la mobilisation de la jeunesse, Charles Blé Goudet. Bon, ma préoccupation, c'était par rapport au port du voile, comment on appelle ça, dans l'école. Parce qu'en attendant, on voit des professeurs qui refusent ou les filles qui sont voilées en classe, ils leur demandent d'enlever le voile. Bon, j'ai posé ma préoccupation, j'ai été très satisfaite par la réponse que le président Blé Goudet m'a donnée. Nous sommes venus échanger avec lui, nous avons parlé de tout et de l'évolution et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que dans notre entendement, avant, on pensait que les musulmans étaient bannis, exclus. Mais aujourd'hui, à travers tout ce qu'il vient de dire, nous avons compris que nous étions dans un coma très profond
Et aujourd'hui, nous faisons un éveil de conscience. Parce que c'est un éveil de conscience. Il a éveillé en nous un certain nombre de choses. Donc nous l'encourageons sur cette voie et qu'il continue ces différentes rencontres et ces genres d'occasions, d'événements puissent se répéter. L'espace de libre-échange s'est poursuivi à Abobo à l'invitation de la jeunesse musulmane. Il s'est transformé en thé politique. Échange dans une ambiance conviviale autour des chantiers du président Laurent Gbagbo et de son programme de gouvernement. D'où des prières ont été dites afin que Allah confirme le pouvoir accordé à son fils, le président Laurent Gbagbo. Encourager la cohésion communautaire à travers des opérations sociales. C'est un autre cheval de bataille du COGEP. Les guides religieux musulmans de Diokwe ont salué le geste du COGEP qui a offert plusieurs centaines de bouilloires de prière en langage d'usage Seridaga, des nattes, ainsi que du ciment et des tôles à la mosquée Méité en construction. À Daloa, le lycée coranique Ansar du Dr Moustapha Sy accueille près de 400 élèves par an, du CP1 à la terminale. Les élèves sont formés en 3 langues, l'anglais, l'arabe et le français, en plus de toutes les autres matières académiques. Mr. President, this is the second clip on the... Monsieur le Président, c'est là le deuxième clip vidéo sur les actions sociales du COGEP, sous les auspices de Monsieur Blé Goudet. En Égypte ou en Arabie Saoudite, pour le cycle supérieur. Le docteur Moustapha Sy Yacoub est le moufti général de Côte d'Ivoire. Il s'occupe d'environ 600 orphelins. À ce homme et à son centre de formation, ravagé par les vents violents qui ont accompagné les dernières pluies diluviennes, le COGEP, en guise de contribution à la reconstruction, ont offert des tôles et du ciment pour permettre à l'éminent guide de poursuivre son œuvre. Bassi Diaby, l'imam de la mosquée centrale de Daloa, a reçu également un appui du COGEP pour parachever des bâtiments destinés au culte. En plus des guides spirituels, le président Charles Blé Goudet profite de son passage dans les villes pour rendre visite aux personnalités influentes des communautés afin de recréer l'harmonie et la proximité entre les peuples d'ici et d'ailleurs. La mosquée en question est située au quartier Bardo, quartier défavorisé de la ville de San Pedro. L'Almami Bamba Yacouba en est l'administrateur, en plus d'être le président régional du COSIM, Bassa Sandra. C'est le représentant du COGEP de San Pedro, Marc Blessépé, qui a exécuté la démarche commandée par Charles Blé Goudet, à savoir le don de 10 tonnes de ciment et de fer pour parachever la mosquée. Pour les fidèles, un lot de 100 nattes et de 100 bouilloires en caoutchouc, appelé dans le jargon Seridaga, a été convoyé d'Abidjan. Pour permettre à l'imam Bamba Yacouba de coordonner son action spirituelle dans la région, le COGEP a offert également un véhicule. Il n'en fallait pas plus pour que le guide spirituel lâche des larmes d'émotion. « 2005, 5 juin. Depuis 2005, le président Gbagbo n'a jamais oublié les musulmans. Le général Blé Goudet n'a jamais oublié les imams et les musulmans. Son petit frère qui est derrière lui, qui est blessé, a toujours pensé aux musulmans comme les grands frères. Aujourd'hui, lui n'a pas de pouvoir, c'est Dieu qui a pouvoir. Sa seule pouvoir, c'est le chapelet. Et ce qu'il a appris comme à l'école coranique au Mali, comme en Guinée et en Côte d'Ivoire, avec son village, avec son chapelet, c'est que son pouvoir, il va le faire. Blé Goudet, Allah Souta. Massa Tchao, Allah Souta. Blé Goudet n'est pas musulman, il est chrétien, mais le COGEP aujourd'hui a 2 objectifs. Il y a les objectifs politiques et les objectifs sociaux. Puisque nous recherchons la cohésion sociale, nous sommes en train de fouiller. Là où il y a beaucoup d'hommes, il faut faire en sorte pour que ces hommes-là vivent en paix et en bonne harmonie. Now, Mr. President,
How can anyone say? Monsieur le Président, comment quelqu'un pourrait-il dire que M. Blé Goudet était contre les musulmans ou les populations du Nord? Je voudrais brièvement vous parler de témoins dont l'accusation n'a pas parlé hier dans son discours d'ouverture et qui réfutent cette théorie. Les témoins que nous envisageons d'appeler, eh bien, il y a un témoin qui est un témoin de la défense, le témoin D9, une personne qui connaissait Charles Blé Goudet depuis 1997 et qui a été auditionné par la défense en août 2014. Et qui est également le D10 qui a indiqué que Charles Blé Goudet était un pacifiste dans l'âme. Il n'avait jamais vu une personne ayant une telle nature pacifiste. Ce témoin, Monsieur le Président, qui vient du nord de la Côte d'Ivoire, dira à la Cour, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas, contrairement à ce que disait l'accusation, l'existence d'un plan commun. Dédis dira à cette Cour qu'étant un collègue de Blé Goudet venant du Nord, qu'il n'aurait jamais accepté si Blé Goudet avait organisé un tel plan, le plan allégué, ou s'il avait donc mis en place un plan qui envisageait des actes de violence contre les musulmans alors qu'il était musulman lui-même. Ce témoin a dit à la défense qu'un tel plan n'avait jamais existé concernant donc Blé Goudet. Et il a même dit du plan commun, ou un plan de violence contre les musulmans. Blé Goudet est le symbole achevé de la paix, de la cohésion. Ce genre de plan n'a jamais existé. He also told the defense, c'est Blé il a également dit à la défense les jeunes de leur demande d'enlever le barrage et les calmer. Mr. President, Monsieur le Président, parlant de la personnalité de M. Blé Goudet, même après la crise, Blé Goudet a continué à plaider en faveur de la paix. Il a même passé du temps, lorsqu'il était à la prison au siège de cette cour, pour organiser une conférence sur la paix à Abidjan au mois de juin de l'année dernière. Une conférence sur la paix pour l'ensemble de la population ivoirienne à laquelle ont assisté tous les partis politiques. Toutes les personnes ivoiriennes, indépendamment de leur appartenance ethnique ou de leur croyance, y ont assisté. Une conférence à laquelle ont également assisté des représentants de l'ensemble des communautés ivoiriennes, y compris la communauté internationale. Une conférence pour laquelle il a été félicité dans les médias par le représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, l'ensemble de ces faits que nous allons présenter dans ce procès montreront que M. Blé Goudet n'aurait jamais pu faire partie de l'existence d'un plan commun. Ni n'aurait pu participer à un tel plan. Et les éléments de preuve montreront, Monsieur le Président, qu'il n'y avait pas de plan commun créé en 2001 et s'étendant jusqu'en 2011. Et s'il y en avait eu un, nous démontrerons qu'il avait été conçu par les forces de M. Ouattara pour renverser le gouvernement de M. Gbagbo. L'accusation a affirmé que le dit registre de la résidence présidentielle, auquel il est fait allusion dans sa déclaration d'ouverture, montre que M. Blé Goudet et M. Gbagbo étaient, et je cite, en contact permanent lors de la période concernée. L'accusation aurait apparemment laissé entendre que ce registre montrerait l'existence d'un entourage immédiat. Mais, Monsieur le Président, quels sont les faits dans la réalité? La réalité des faits montreront que le nom de M. Charles Blé Goudet n'est mentionné que 18 fois sur une durée de 106 jours, soit 4 mois, dans le cadre des charges, c'est-à-dire de novembre 2010 à avril 2011.
Je vais maintenant demander au greffier d'audience de nous montrer un tableau, non pas pour le public, mais essentiellement pour les parties, les participants et les juges. C'est un tableau qui est un extrait d'un registre présidentiel et qui pourrait peut-être révéler certaines informations d'ordre confidentiel. Monsieur le Président, avec votre permission, je demanderai simplement que les écrans soient un peu tournés afin d'éviter qu'ils soient montrés vers la galerie du public. We have a too modern courtroom. Le Président, nous avons un traitoire trop moderne, une technologie trop moderne, et c'est là notre problème. Maître Knoop, c'est une solution parfaite, merci. Monsieur le Président, si vous le permettez, je pense que maintenant vous devez pouvoir voir un tableau sur vos écrans qui comporte certains des noms de personnes qui auraient été inscrites dans le registre de la résidence présidentielle pendant la période concernée par les charges. Le Président interrompant, excusez-moi s'il vous plaît. Mais je pense qu'il faudrait faire la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas. Enfin, vous voyez. I think so. I don't think it's... Enfin, je pense. Monsieur MacDonald, je ne pense pas que l'on puisse voir. C'est écrit tellement petit. Non. Le Président, bien. Monsieur MacDonald, merci. Monsieur Knoops, vous pouvez voir? Maître Knoops, Madame, Messieurs les juges, est-ce que vous avez cela à l'écran devant vous? Bien. Vous voyez à gauche, Monsieur le Président, le nom de plusieurs personnes et à droite, le nombre de références dans le registre. Et vous remarquerez que lorsque vous regardez la colonne de gauche, seules 3 personnes parmi celles mentionnées ici apparaissent dans le mémoire préliminaire de l'accusation comme faisant partie de ce qui est allégué comme étant l'entourage immédiat. Et vous voyez donc le nom de M. Blégoudet et la 3e personne à partir du bas qui est mentionnée donc 18 fois. Ces 18 saisies ont également été citées dans la décision de la confirmation des charges de la Chambre préliminaire, dans la note en bas de page 270. Et nous vous montrerons qu'aucune conclusion probante ne peut être tirée de ces simples chiffres. Et Monsieur le Président, comme vous l'avez à juste titre dit au début de ce procès, que sont les chiffres ? Que sont les nombres lorsqu'il n'y a pas de contexte, lorsqu'il n'y a pas de référence? Donc, aucune conclusion ne peut être tirée lorsque l'on compare ces 18 entrées avec le nombre de visiteurs fréquents, allégués, à la résidence présidentielle lorsque vous regardez le tableau que nous venons de vous montrer. Nous prouverons également lors du procès, Monsieur le Président, que ce chiffre de 18 visites de M. Blégoudet ne peuvent permettre de tirer des déductions, car ce sont simplement des déductions de l'accusation, permettant d'indiquer que M. Blégoudet faisait partie d'un dit entourage d'intime ou était un membre important du dit cercle ou entourage immédiat allégué de M. Gbagbo, comme le laisse suggérer l'accusation à la page 73, ligne 12 de la transcription. Monsieur le Président, jeudi, lorsque l'accusation a
entamé son discours d'ouverture, l'accusation a parlé des visites au palais présidentiel qui se sont déroulées le 1er décembre 2010. D'après le récit de l'accusation, ce jour-là, M. Gbagbo a reçu des membres de son dit entourage immédiat. Cependant, si l'on regarde de près ce registre, on constate ce qui suit. M. Soro et son officier principal, M. Watao, étaient présents de 20h06 à 20h34. L'ambassadeur français et M. Choi étaient présents entre 17h04 et 18h24. M. Nuncio, l'archevêque diplomate du Vatican, était présent de 16h02 à 17h43. Bien, Monsieur le Président, cet exemple, ce simple exemple, réfute la thèse de l'accusation, à savoir que les saisies dans ce registre, sans aucun contexte, concernent toute l'existence d'un dit plan commun ou d'un entourage immédiat, à moins que la Cour n'accepte ou que l'accusation n'accepte également que M. Soro, M. Watao, l'ambassadeur français, M. Choi et M. Nuncio, qui est l'archevêque diplomate du Vatican, en faisaient également partie de ce cercle, cet entourage immédiat. Le président, je vais vous corriger si vous le permettez, ce n'est pas M. Nuncio, mais le nonce apostolique. Monsieur Knoups, excusez-moi, Monsieur le Président, c'est l'avantage que vous avez en tant que président italien dans cette cour. Merci beaucoup. Monsieur le Président, juste pour vous montrer que sans contexte aucun, la Cour ne peut tirer de conclusion de ce registre. Que sont les chiffres, en fait, comme nous l'avions dit? La Cour a remarqué, Monsieur le Président, que l'accusation n'a pas présenté à la Chambre une image complète des faits. Au fur et à mesure que se déroulera le procès, il apparaîtra clairement à la Cour que l'accusation n'a pas produit de registre pour la période 2001 à 2010, période qui précède la crise post-électorale pendant laquelle, comme le dit l'accusation dans sa thèse, un plan commun aurait été concocté et aurait été conçu. Et pourtant, sans une image complète de la situation et sans avoir l'ensemble des registres pour toute la période et pas uniquement le registre concernant ces 4 mois sur une période de 10 ans qui intéresse l'accusation, les documents présentés à cette Cour n'ont pas de valeur probante. Nous présenterons, Monsieur le Président, des éléments de preuve dans cette affaire montrant qu'il n'y a jamais eu de plan commun de conçu. Et je vais maintenant passer à la partie B de ma présentation. Des éléments de preuve qui montreront le contraire de ce qui a été allégué par l'accusation dans sa théorie. Les actions de M. Blé Goudet, qui vont bien à l'encontre d'un plan commun, et nous illustrerons cela par 2 faits. Tout d'abord, nous vous montrerons que M. Blé Goudet, tout au long de la période concernée, et également avant les événements, a entrepris des actions pour mettre un terme à la violence. Et deuxièmement, nous vous montrerons que ces discours étaient tout sauf de l'incitation à la haine. Et nous allons très brièvement maintenant passer au premier point, les actions de M. Blé Goudet pour mettre un terme à la violence. Nous montrerons des éléments de preuve qui non seulement saperont la théorie de l'accusation, mais qui seront totalement contradictoires. Et la première contradiction sera démontrée par des éléments de preuve qui montrent M. Blé Goudet entreprenant des actions pour mettre un terme à la violence. Un de nos témoins, le D10,
attestera de cela et montrera que le seul rôle joué par M. Blé-Goudet dans la crise a été d'inciter les jeunes à aller vers la seule institution démocratique autorisée à défendre un pays en conformité avec la loi et l'ordre, à savoir l'armée. Pourquoi est-ce que M. Blé-Goudet a demandé à la jeunesse de se tourner vers l'armée? Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi s'est-il occupé de cela? Pourquoi est-ce qu'un civil comme M. Blé-Goudet a pu faire cette suggestion? Monsieur le Président, nous montrerons, grâce aux preuves apportées par le témoin qui a dit à la Défense en décembre, pour éviter que les jeunes prennent des armes eux-mêmes dans le quartier. Et donc, c'est à une mobilisation pour les empêcher d'être tentés de prendre les armes dans les quartiers. This is what witness D10. C'est là ce que le témoin des 10 nous a dit concernant les motivations et les intentions réelles de M. Blé-Goudet dans le cadre de son appel aux jeunes, les incitant à s'enrôler dans l'armée. Il ne cherchait pas à ouvrir la voie à la violence, il essayait au contraire de réduire et de diminuer la violence. Et que valent les images sans le contexte? Les images peuvent nous tromper lorsqu'elles ne sont pas resituées dans le bon contexte. Et ce que le témoin des 10 montrera devant cette cour montrera que la théorie de l'accusation est loin d'être crédible. Monsieur et Madame les juges, vous verrez dans la présentation des moyens de la défense, vous entendrez le témoin des 10 dans ce prétoire, lorsqu'il nous a dit en août 2014 que M. Blé-Goudet n'était pas capable d'organiser les réunions dont il est accusé et qu'il n'avait pas non plus de sentiment de discrimination à l'encontre des musulmans ou des Ivoiriens du Nord. Ce même témoin montrera et dira également que c'est M. Blé-Goudet qui a incité les jeunes à rester calmes lorsqu'ils refusaient d'abattre les barricades dans les rues de Yopougon. Et il les a persuadés de rester calmes. Et avant la crise, il a persuadé les organisations des jeunes de conclure un accord de paix pour diminuer la tension en Côte d'Ivoire. Monsieur Ndri, mon collègue, parlera de ce point plus en détail. Le témoin des 10 vous dira également que Charles Blé-Goudet, pour atteindre cet objectif, s'est rendu dans les mosquées et a même prié en récitant le premier sourate du Coran. Il s'est rendu dans les églises, est allé voir les populations du nord et du sud de la Côte d'Ivoire. Des 10, c'est là encore M. Charles Blé-Goudet qui a demandé aux jeunes de ne pas répondre à la violence par la violence et de ne pas prendre de risque de provoquer une guerre ethnique ou tribale qui était l'objectif du RDR. Ce que l'accusation, en dressant un portrait de M. Blé-Goudet, a omis de dire, c'est qu'il y a des éléments de preuve qui réfutent la suggestion selon laquelle M. Blé-Goudet avait des sentiments discriminatoires à l'encontre des étrangers. Si nous devons appeler des témoins, nous montrerons que pendant des années, M. Blé-Goudet a hébergé une dame du Nord au Burkina Faso. Donc les éléments de preuve montreront exactement l'inverse de ce qui est dit dans la présentation des moyens de l'accusation. Et je voudrais maintenant vous parler des discours de M. Blé-Goudet. L'accusation affirme que l'objectif de M. Blé-Goudet était d'inciter à la haine en utilisant une rhétorique violente et des discours de haine. Il y a une différence importante, Monsieur le Président, entre quelqu'un qui utilise ses capacités et ses compétences rhétoriques pour appeler à la libération par rapport aux menaces qui mettent en danger les institutions démocratiques d'un État
et l'utilisation de sa propre rhétorique pour prendre le pouvoir et contrôler la situation. L'accusation montrera, l'accusation veut que vous croyiez que M. Blé Goudet s'est comporté de cette façon. Ceci est très éloigné de la vérité. De nombreux exemples attesteront de cela pendant le procès. L'un d'entre eux vous a été présenté en introduction, c'était le premier clip vidéo. Un deuxième exemple est le discours de Charles Blé Goudet en rapport avec un deuxième événement qui vous montrera également qu'il y a une grande différence, comme le montreront les éléments de preuve, entre l'opposition passive envers les forces des Nations Unies présentes en Côte d'Ivoire, qui ont soutenu les forces rebelles dans le renversement des institutions démocratiques dans un pays, et qui n'appellent pas à l'utilisation de la force, mais à une opposition passive d'un côté, et lance également, et de l'autre côté également, l'appel à la guerre. L'accusation veut que vous croyiez ce dernier point, et nous vous montrerons que cela est très proche d'un aveuglement volontaire, pour reprendre les termes de Rubin Carter. Le véritable contexte, comme le montreront les éléments de preuve, prouveront que Charles Blé Goudet était parfaitement cohérent dans ses déclarations en disant que la Côte d'Ivoire ne devrait jamais tomber dans le piège de la guerre civile. Et c'est là ce que les éléments de preuve vous montreront réellement. Vous remarquerez également, en digérant le discours du baron relatif à ce deuxième événement et du contexte de ce deuxième événement, contexte qui est nécessaire pour la théorie de l'accusation, les éléments de preuve de l'accusation montreront que M. Blé Goudet, dans ce pour avaliser la violence. Bon, il s'agit de personnalités connues, de joueurs de football. C'est assez difficile à comprendre, cette notion. Alors, que présentent ces différents clichés? Eh bien, ils nous permettent de réfuter les allégations du bureau du procureur, suivant lesquelles M. Blé Goudet était le dirigeant incontesté de tous ces mouvements. Et dans ses déclarations liminaires, l'accusation a également fait valoir que M. Charles Blé Goudet contrôlait les jeunes et pouvait ainsi diriger leurs actions. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir vous concentrer sur le deuxième cliché. Vous avez donc l'Alliance d'un côté et les Conaressi de l'autre. Parce que l'on peut dégager plusieurs conclusions à ce sujet lorsque l'on mène cette analyse. Il faut savoir qu'à l'époque de la crise post-électorale, il y avait plus de 60 organisations qui étaient considérées comme des organisations pro-Gbagbo. Alors, quelle est la définition des jeunes patriotes si vous prenez tous ces différents groupes? Quelle est la définition de la galaxie patriotique si vous prenez tous ces groupes? Alors, vous avez donc l'Alliance, et ça c'est la première conclusion. L'alliance de M. Blé Goudet, cela illustre tout simplement qu'on ne peut pas faire l'équation entre M. Blé Goudet et les jeunes patriotes. Deuxièmement, cela montre que les mouvements de jeunes pro-Gbagbo étaient en fait composés de différents groupuscules, mouvements qui avaient des idéologies et des plans d'action diamétralement opposés. En fait, il y avait à l'époque 3 grands mouvements mobilisateurs et puissants, parmi ce qu'on appelait les jeunes pro-Gbagbo. Lors de la crise post-électorale, la défense démontrera que l'alliance de M. Blé Goudet était diamétralement opposée aux Conaressi entre l'année 2006 et 2010, et cela a été expliqué par leur vision et leurs idéologies politiques qui étaient absolument différentes. Troisièmement, ou quatrièmement plutôt, excusez-moi. Alors, ces groupes étaient peu structurés, étaient pluralistes, étaient très hétérogènes. À cela, il faut ajouter les rivalités et les luttes de pouvoir entre ces différents groupes, ce qui fait qu'il ne pouvait pas y avoir un seul et même dirigeant. Monsieur le Président, nous allons vous montrer qu'il y avait plus
que de la rivalité qui les opposait, comme l'a indiqué le bureau du procureur, car c'était un ensemble convulsif et instable de groupes qui n'avaient aucune cohésion du fait de la rivalité entre les différents dirigeants, du fait de cette compétition ou concurrence assez farouche pour avoir la faveur de la population et l'attention des médias. Par exemple, nous démontrerons que la FESCI, qui était très éloignée de l'idéologie de M. Charles Blé Goudet et de ses actes, n'a jamais fait partie de l'Alliance, mais ne faisait partie que du CONARECI. Nous démontrerons également que, à partir de l'année 2001, M. Charles Blé Goudet doit partir de la FESCI à cause de ses points de vue tout à fait divergents et qu'il y a même quelqu'un qui avait essayé pour cette raison de tuer M. Blé Goudet. M. Blé Goudet a échappé à un assassinat en 1999 de justesse et d'ailleurs il faut savoir également que l'UPLTCI de M. Eugène Duet, et nous allons le démontrer, était tout à fait séparé de l'alliance de M. Charles Blé Goudet, et ce depuis sa création le 23 septembre 2002. Et cela va également être confirmé par des témoins à charge. Nous allons vous présenter des éléments de preuve documentaires où vous pourrez voir M. Duet qui dit publiquement à haute voix que les groupes de jeunes n'ont pas un seul et même dirigeant. Et il accuse d'ailleurs même Monsieur Blé Goudet. Et il accuse Monsieur Blé Goudet d'avoir peur des armes. Toutes ces organisations, Monsieur le Président, à exception faite de l'organisation pacifique de Monsieur Blé Goudet, donc de l'Alliance, échappait totalement à son contrôle. D'ailleurs, ces groupes n'acceptaient même pas son autorité. En conséquence, il n'a pas été en mesure de les unir, de les unifier, ces groupes. Par exemple, le GPP, et le GPP, vous le trouvez à la droite des CONARECI. Le GPP de M. Touré était ouvertement opposé à M. Blé Goudet, et ce parce que M. Blé Goudet avait comme objectif de réconcilier le pays. Nous allons vous présenter des témoins qui confirmeront que M. Zegen Touré n'a jamais été sous le contrôle de M. Blé Goudet. Il en va de même pour le crack. Nous allons vous le démontrer. Le crack a été créé justement pour se distinguer de M. Charles Blé Goudet et de son alliance. Et puis, deux derniers éléments. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire que, certes, M. Blé Goudet avait le contrôle sur ce groupe pacifique. Et ce groupe pacifique a toujours fait état d'idéologie pacifique qui était tout à fait opposée aux actes violents de nombreux autres mouvements. M. Blé Goudet a toujours refusé de demander à ses sympathisants de s'armer, et ce fut en fait l'une des raisons principales qui explique la tension entre M. Blé Goudet et les mouvements de jeunes pro-Bago. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir un général de la rue. Alors, au vu de cette analyse, il peut être déduit que l'allégation du bureau du procureur dans sa déclaration liminaire suivant laquelle M. Charles Blé Goudet avait donné des consignes aux jeunes pro-Gbagbo pour dénoncer les étrangers n'était pas fondée. Alors, je pense que nous pouvons faire la pause maintenant. Je pense que j'aurai besoin encore de 10 minutes après. Le juge président, je vous remercie, Maître Knops. Monsieur McDonald, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le Président, mais avant de lever l'audience, est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel pour parler très rapidement de quelque chose? Nous pourrons le faire lorsque nous reprendrons l'audience après la pause café. Le Président, oui, je pense qu'il serait plus opportun de le faire juste après la pause café. Et nous allons reprendre à 11h30. Donald.
God is going to kill you. No. Yeah, oh, sorry. I thought you saw it when I put it Mr. here. McDonald said that you're using. Now, Mr. President, how can anyone say... Monsieur le Président, comment quelqu'un pourrait-il dire que M. Blé Goudet était contre les musulmans ou les populations du Nord? Je voudrais brièvement vous parler de témoins dont l'accusation n'a pas parlé hier dans son discours d'ouverture et qui réfutent cette théorie. Les témoins que nous envisageons d'appeler, eh bien, il y a un témoin qui est un témoin de la défense, le témoin D9, une personne qui connaissait Charles Blé Goudet depuis 1997 et qui a été auditionné par la défense en août 2014. Et qui est également le D10 qui a indiqué que Charles Blé Goudet était un pacifiste dans l'âme. Il n'avait jamais vu une personne ayant une telle nature pacifiste. Ce témoin, Monsieur le Président, qui vient du nord de la Côte d'Ivoire, dira à la Cour, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas, contrairement à ce que disait l'accusation, l'existence d'un plan commun. Dédis dira à cette Cour qu'étant un collègue de Blé Goudet venant du Nord, qu'il n'aurait jamais accepté si Blé Goudet avait organisé un tel plan, le plan allégué, ou s'il avait donc mis en place un plan qui envisageait des actes de violence contre les musulmans alors qu'il était musulman lui-même. Ce témoin a dit à la défense qu'un tel plan n'avait jamais existé concernant donc Blé Goudet. Et il a même dit du plan commun, ou un plan de violence contre les musulmans. Blé Goudet est le symbole achevé de la paix, de la cohésion. Ce genre de plan n'a jamais existé. He also told the defense, c'est Blé il a également dit à la défense les jeunes de leur demande d'enlever le barrage et les calmer. Mr. President, Monsieur le Président, parlant de la personnalité de M. Blé Goudet, même après la crise, Blé Goudet a continué à plaider en faveur de la paix. Il a même passé du temps, lorsqu'il était à la prison au siège de cette cour, pour organiser une conférence sur la paix à Abidjan au mois de juin de l'année dernière. Une conférence sur la paix pour l'ensemble de la population ivoirienne à laquelle ont assisté tous les partis politiques. Toutes les personnes ivoiriennes, indépendamment de leur appartenance ethnique ou de leur croyance, y ont assisté. Une conférence à laquelle ont également assisté des représentants de l'ensemble des communautés ivoiriennes, y compris la communauté internationale. Une conférence pour laquelle il a été félicité dans les médias par le représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, l'ensemble de ces faits que nous allons présenter dans ce procès montreront que M. Blé Goudet n'aurait jamais pu faire partie de l'existence d'un plan commun. Ni n'aurait pu participer à un tel plan. Et les éléments de preuve montreront, Monsieur le Président, qu'il n'y avait pas de plan commun créé en 2001 et s'étendant jusqu'en 2011. Et s'il y en avait eu un, nous démontrerons qu'il avait été conçu par les forces de M. Ouattara pour renverser le gouvernement de M. Gbagbo. L'accusation a affirmé que le dit registre de la résidence présidentielle, auquel il est fait allusion dans sa déclaration d'ouverture, montre que M. Blé Goudet et M. Gbagbo étaient, et je cite, en contact permanent lors de la période concernée. L'accusation aurait apparemment laissé entendre que ce registre montrerait l'existence d'un entourage immédiat. Mais, Monsieur le Président, quels sont les faits dans la réalité?
La réalité des faits montreront que le nom de M. Charles Blé-Goudet n'est mentionné que 18 fois sur une durée de 106 jours, soit 4 mois, dans le cadre des charges, c'est-à-dire de novembre 2010 à avril 2011. Je vais maintenant demander au greffier d'audience de nous montrer un tableau, non pas pour le public, mais essentiellement pour les parties, les participants et les juges. C'est un tableau qui est un extrait d'un registre présidentiel et qui pourrait peut-être révéler certaines informations d'ordre confidentiel. Monsieur le Président, avec votre permission, je demanderai simplement que les écrans soient un peu tournés afin d'éviter qu'ils soient montrés vers la galerie du public. We have a too modern courtroom. Le Président, nous avons un traitoire trop moderne, une technologie trop moderne, et c'est là notre problème. Maître Knoop, c'est une solution parfaite, merci. Monsieur le Président, si vous le permettez, je pense que maintenant vous devez pouvoir voir un tableau sur vos écrans qui comporte certains des noms de personnes qui auraient été inscrites dans le registre de la résidence présidentielle pendant la période concernée par les charges. Le Président interrompant, excusez-moi s'il vous plaît. Mais je pense qu'il faudrait faire la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas. Enfin, vous voyez. I think so. I don't think it's... Enfin, je pense. Monsieur MacDonald, je ne pense pas que l'on puisse voir. C'est écrit tellement petit. Non. Le Président, bien. Que le leader de l'organisation rivale, qui était à l'opposé de l'idéologie de Charles Blé-Goudet, a même refusé de le reconnaître comme leader. Parce qu'il n'était pas d'accord avec l'idéologie de l'organisation et il n'était pas d'accord avec Charles Blé-Goudet perçu comme trop pacifiste. Et donc nous allons même pouvoir vous montrer qu'un des témoins de l'accusation, un témoin de l'intérieur, le témoin P156, reconnaît que Blé-Goudet n'a jamais été impliqué dans quelque violence que ce soit. Et il a déclaré au procureur. Blé-Goudet n'a jamais dit à les tuer, à les massacrer, à les faire ceci. Non, Charles Blé-Goudet, oui, a fait bouger les gens. Mais on faisait quoi? Les mains nues. Apart from witness BP15. Et mis à part ce témoin P156, d'autres témoins du procureur vont aussi témoigner de cette nature de Blé-Goudet. C'est le témoin 118 de l'accusation, un témoin de l'intérieur, qui déclare à l'accusation que l'alliance de Blé-Goudet était très différente de toute autre organisation telle que la CONARECI, parce que celle-ci n'utilisait que le dialogue et plaidait en faveur d'un débat non armé. Et c'est par excellence l'objectif de l'alliance de M. Blé-Goudet. Et Monsieur le Président, quand on regarde l'histoire authentique d'un homme, alors on connaît sa nature vraie. Et je pourrais vous montrer que M. Charles Blé-Goudet était tout sauf un homme violent. C'était un homme de justice. Avant la crise, pendant la crise
après la crise. Vous verrez. Et les éléments de preuve l'attesteront que nous avions là un homme qui voulait réunir les gens, qui voulait le dialogue. Un homme qui, toute sa vie, a respecté l'état de droit, qui a respecté les groupes ethniques et religieux, sans avoir quelque sentiment de discrimination que ce soit. Nous allons pouvoir vous présenter des éléments de preuve qui attesteront que Charles Blé Goudet n'aurait jamais pu participer à un plan commun, contrairement à ce que le procureur affirme et qui aurait été établi en 2002. Ce qui est assez révélateur, c'est de voir qu'en juin 2015, et je viens d'en parler d'ailleurs, a interviewé un témoin de l'intérieur potentiellement important, un témoin de l'intérieur que nous allons appeler à la barre parce que le procureur a choisi de ne pas l'appeler. Et nous savons pourquoi. Et c'est ce que le témoin a déclaré à l'accusation au début de l'année. Non seulement les jeunes patriotes n'avaient pas une structure organisée avec un chef, mais encore plus important, c'est que Blé Goudet n'appartenait à aucun parti politique. Et quand vous allez entendre et intégrer le témoignage de ce témoin que nous allons appeler ici pour témoigner, vous comprendrez pourquoi le procureur a évité de le reprendre sur sa propre liste. Et ensuite, les éléments de preuve que nous allons présenter vous montreront qu'avant la crise et pendant la crise, M. Blé Goudet maintenait des relations à la fois proches et amicales avec des membres de la communauté musulmane et avec des gens du Nord. Il leur offrait parfois une aide médicale ou des dons pour financer leur pèlerinage à la Mecque. Vous entendrez d'ailleurs le témoin D1 qui vous le confirmera. Et nous pensons que les éléments de preuve que nous présenterons vous donneront un aperçu tout sauf pénal de l'attitude de M. Blé Goudet et de son intention discriminatoire. Donc nous allons pouvoir vous montrer que, un témoin d'ailleurs qui en parlera, M. Goudet était tout sauf contre les musulmans. Il allait dans la communauté, il allait dans les mosquées, il participait à des cérémonies, il faisait des donations aux mosquées. Après tout, ce n'était pas l'islam qui attaquait la Côte d'Ivoire, c'était les forces de Ouattara et l'armée française qui a armé ces forces. Et c'est ce que ce témoin D7 déclarait déjà en août 2014. Alors, notre homme, Blé Goudet, qui a créé l'Alliance au lendemain du coup d'État de 2002 par les forces rebelles, comment cet homme peut-il être targué d'être violent alors que l'Alliance de M. Blé Goudet, avait dans ses rangs des musulmans et des gens du Nord? Je vais maintenant vous montrer un clip vidéo qui ne fera que confirmer ce que je viens juste de dire. Il est divisé en deux parties. C'est une compilation de plusieurs vidéos concernant des événements qui se sont produits en 2009 et 2010. Et vous verrez au tout début, M. Blé Goudet, lors d'une réunion avec plusieurs associations musulmanes de la Côte d'Ivoire en 2010. La réunion avait été organisée par la COGEP à son siège à Yopougon. Et lors de son discours, M. Blé Goudet a répété que les musulmans ne devraient pas se sentir à l'écart. Après ce clip, vous verrez un autre clip vidéo et vous verrez certaines des actions sociales de la COGEP auxquelles j'ai fait référence, comme par exemple la rencontre de personnalités musulmanes ivoiriennes influentes afin de rétablir l'harmonie entre les différentes communautés en 2009 et également les dons en matériel qui ont été offerts à plusieurs groupes musulmans afin de les aider à construire
ou reconstruire, grâce aux matériaux offerts, des lieux de prière et des écoles coraniques. Ces actions se sont déroulées en plusieurs lieux sous... Monsieur McDonald, merci. Monsieur Knoops, vous pouvez voir? Maître Knoops, Madame, Messieurs les juges, est-ce que vous avez cela à l'écran devant vous? Bien. Vous voyez à gauche, Monsieur le Président, le nom de plusieurs personnes et à droite, le nombre de références dans le registre. Et vous remarquerez que lorsque vous regardez la colonne de gauche, seules 3 personnes parmi celles mentionnées ici apparaissent dans le mémoire préliminaire de l'accusation comme faisant partie de ce qui est allégué comme étant l'entourage immédiat. Et vous voyez donc le nom de M. Blé-Goudet et la 3e personne à partir du bas qui est mentionnée donc 18 fois. Ces 18 saisies ont également été citées dans la décision de la confirmation des charges de la Chambre préliminaire, dans la note en bas de page 270. Et nous vous montrerons qu'aucune conclusion probante ne peut être tirée de ces simples chiffres. Et Monsieur le Président, comme vous l'avez à juste titre dit au début de ce procès, que sont les chiffres ? Que sont les nombres lorsqu'il n'y a pas de contexte, lorsqu'il n'y a pas de référence? Donc, aucune conclusion ne peut être tirée lorsque l'on compare ces 18 entrées avec le nombre de visiteurs fréquents, allégués, à la résidence présidentielle lorsque vous regardez le tableau que nous venons de vous montrer. Nous prouverons également lors du procès, Monsieur le Président, que ce chiffre de 18 visites de M. Blé-Goudet ne peuvent permettre de tirer des déductions, car ce sont simplement des déductions de l'accusation, permettant d'indiquer que M. Blé-Goudet faisait partie d'un dit entourage d'intime ou était un membre important du dit cercle ou entourage immédiat allégué de M. Gbagbo, comme le laisse suggérer l'accusation à la page 73, ligne 12 de la transcription. Monsieur le Président, jeudi, lorsque l'accusation a entamé son discours d'ouverture, l'accusation a parlé des visites au palais présidentiel qui se sont déroulées le 1er décembre 2010. D'après le récit de l'accusation, ce jour-là, M. Gbagbo a reçu des membres de son dit entourage immédiat. Cependant, si l'on regarde de près ce registre, on constate ce qui suit. M. Soro et son officier principal, M. Watao, étaient présents de 20h06 à 20h34. L'ambassadeur français et M. Choi étaient présents entre 17h04 et 18h24. M. Nunzio, l'archevêque diplomate du Vatican, était présent de 16h02 à 17h43. Bien, Monsieur le Président, cet exemple, ce simple exemple, réfute la thèse de l'accusation, à savoir que les saisies dans ce registre, sans aucun contexte, concernent toute l'existence d'un dit plan commun ou d'un entourage immédiat, à moins que la Cour n'accepte ou que l'accusation n'accepte également que M. Soro, M. Watao, l'ambassadeur français, M. Choi et M. Nunzio, qui est l'archevêque diplomate du Vatican, en faisaient également partie de ce cercle, de cet entourage immédiat. Le président, je vais vous corriger si vous le permettez, ce n'est pas M. Nunzio, mais le nonce apostolique. Monsieur Knoops, excusez-moi, Monsieur le Président, c'est l'avantage que vous avez en tant que président italien dans cette cour. Merci beaucoup. Monsieur le Président, juste pour vous montrer que sans contexte aucun, la Cour ne peut tirer de conclusion de ce registre. Que sont les chiffres, en fait, comme nous l'avions dit? La Cour a remarqué, Monsieur le Président,
que l'accusation n'a pas présenté à la Chambre une image complète des faits. Au fur et à mesure que se déroulera le procès, il apparaîtra clairement à la Cour que l'accusation n'a pas produit de registre pour la période 2001 à 2010, période qui précède la crise post-électorale pendant laquelle, comme le dit l'accusation dans sa thèse, un plan commun aurait été concocté et aurait été conçu. Et pourtant, sans une image complète de la situation et sans avoir l'ensemble des registres pour toute la période et pas uniquement le registre concernant ces 4 mois sur une période de 10 ans qui intéresse l'accusation, les documents présentés à cette Cour n'ont pas de valeur probante. Nous présenterons, Monsieur le Président, des éléments de preuve dans cette affaire montrant qu'il n'y a jamais eu de plan commun de conçu. Et je vais maintenant passer à la partie B de ma présentation. Des éléments de preuve qui montreront le contraire de ce qui a été allégué par l'accusation dans sa théorie. Les actions de M. Blé-Goudet, qui vont bien à l'encontre d'un plan commun, et nous illustrerons cela par 2 faits. Tout d'abord, nous vous montrerons que M. Blé-Goudet, tout au long de la période concernée, et également avant les événements, a entrepris des actions pour mettre un terme à la violence. Et deuxièmement, nous vous montrerons que ces discours étaient tout sauf de l'incitation à la haine. Et nous allons très brièvement maintenant passer au premier point, les actions de M. Blé-Goudet pour mettre un terme à la violence. Nous montrerons des éléments de preuve qui non seulement saperont la théorie de l'accusation, mais qui seront totalement contradictoires. Et la première contradiction sera démontrée par des éléments de preuve qui montrent M. Blé-Goudet entreprenant des actions pour mettre un terme à la violence. Un de nos témoins, le D10, attestera de cela et montrera que le seul rôle joué par M. Blé-Goudet dans la crise a été d'inciter les jeunes à aller vers la seule institution démocratique autorisée à défendre un pays en conformité avec la loi et l'ordre, à savoir l'armée. Pourquoi est-ce que M. Blé-Goudet a demandé à la jeunesse de se tourner vers l'armée? Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi s'est-il occupé de cela? Pourquoi est-ce qu'un civil comme M. Blé-Goudet a pu faire cette suggestion? Monsieur le Président, nous montrerons, grâce aux preuves apportées par le témoin, qui a dit à la défense en décembre, pour éviter que les jeunes prennent des armes eux-mêmes dans le quartier. Et donc, c'est à une mobilisation pour les empêcher d'être tentés de prendre les armes dans les quartiers. This is what witness D10. C'est là ce que le témoin D10 nous a dit concernant les motivations et les intentions réelles de M. Blé-Goudet dans le cadre de son appel aux jeunes, les incitant à s'enrôler dans l'armée. Il ne cherchait pas à ouvrir la voie à la violence, il essayait au contraire de réduire et de diminuer la violence. Et que valent les images sans le contexte? Les images peuvent nous tromper lorsqu'elles ne sont pas resituées dans le bon contexte. Et ce que le témoin D10 montrera devant cette cour montrera que la théorie de l'accusation est loin d'être crédible. Monsieur et Madame les juges, vous verrez
Dans la présentation des moyens de la défense, vous entendrez le témoin des 10 dans ce prétoire. Lorsqu'il nous a dit en août 2014 que M. Blé-Goudet n'était pas capable d'organiser les réunions dont il est accusé et qu'il n'avait pas non plus de sentiment de discrimination à l'encontre des musulmans ou des Ivoiriens du Nord, ce même témoin montrera et dira également que c'est M. Blé-Goudet qui a incité les jeunes à rester calmes lorsqu'ils refusaient d'abattre les barricades dans les rues de Yopougon. Et il les a persuadés de rester calmes. Et avant la crise, il a persuadé les organisations des jeunes de conclure un accord de paix pour diminuer la tension en Côte d'Ivoire. Monsieur Ndri, mon collègue, parlera de ce point plus en détail. Le témoin des 10 vous dira également que Charles Blé-Goudet, pour atteindre cet objectif, s'est rendu dans les mosquées et a même prié en récitant le premier sourate du Coran. Il s'est rendu dans les églises, est allé voir les populations du nord et du sud de la Côte d'Ivoire. Des 10, c'est là encore M. Charles Blé-Goudet qui a demandé aux jeunes de ne pas répondre à la violence par la violence et de ne pas prendre de risque de provoquer une guerre ethnique ou tribale qui était l'objectif du RDR. Ce que l'accusation, en dressant un portrait de M. Blé-Goudet, a omis de dire, c'est qu'il y a des éléments de preuve qui réfutent la suggestion selon laquelle M. Blé-Goudet avait des sentiments discriminatoires à l'encontre des étrangers. Si nous devons appeler des témoins, nous montrerons que pendant des années, M. Blé-Goudet a hébergé une dame du Nord au Burkina Faso. Donc les éléments de preuve montreront exactement l'inverse de ce qui est dit dans la présentation des moyens de l'accusation. Et je voudrais maintenant vous parler des discours de M. Blé-Goudet. L'accusation affirme que l'objectif de M. Blé-Goudet était d'inciter à la haine en utilisant une rhétorique violente et des discours de haine. Il y a une différence importante, Monsieur le Président, entre quelqu'un qui utilise ses capacités ses compétences rhétoriques pour appeler à la libération par rapport aux menaces qui mettent en danger les institutions démocratiques d'un État et l'utilisation de sa propre rhétorique pour prendre le pouvoir et contrôler la situation. L'accusation veut que vous croyiez que M. Blé-Goudet s'est comporté de cette façon. Ceci est très éloigné de la vérité. De nombreux exemples attesteront de cela pendant le procès. L'un d'entre eux vous a été présenté en introduction, c'était le premier clip vidéo. Un deuxième exemple est le discours de Charles Blé-Goudet en rapport avec un deuxième événement qui vous montrera également qu'il y a une grande différence, comme le montreront les éléments de preuve, entre l'opposition passive envers les forces des Nations Unies présentes en Côte d'Ivoire, qui ont soutenu les forces rebelles dans le renversement des institutions démocratiques dans un pays, et qui n'appellent pas à l'utilisation de la force, mais à une opposition passive d'un côté, et lance également et de l'autre côté également l'appel à la guerre. L'accusation veut que vous croyiez ce dernier point et nous vous montrerons que cela est très proche d'un aveuglement volontaire, pour reprendre les termes de Rubin Carter. Le véritable contexte, comme le montreront les éléments de preuve, prouveront que Charles Blé-Goudet était parfaitement cohérent dans ses déclarations en disant que la Côte d'Ivoire ne devrait jamais tomber dans le piège de la guerre civile. Et c'est là ce que les éléments de preuve vous montreront réellement. Vous remarquerez également, en digérant le discours du baron relatif à ce deuxième événement et du contexte de ce deuxième événement, contexte qui est nécessaire pour la théorie de l'accusation, les éléments de preuve de l'accusation montreront que M. Blé-Goudet, dans ce
pour avaliser la violence. Bon, il s'agit de personnalités connues, de joueurs de football. C'est assez difficile à comprendre, cette notion. Alors, la supervision de M. Blegoudé, donc à Douékoué, Gagnoa et à San Pedro. Le café politique, la tribune d'échange, était ce week-end à sa deuxième étape. Au siège du COGEP aussi à Yopougon, le directeur national de campagne adjoint du candidat Laurent Gbagbo, chargé de la mobilisation de la jeunesse Charles Blegoudé, a reçu les différentes associations musulmanes, notamment l'association des jeunes imams de Côte d'Ivoire, la communauté musulmane universitaire et l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. À bâton rompu, sans détour, le directeur national de campagne adjoint chargé de la mobilisation de la jeunesse a répondu aux préoccupations de ses invités. Charles Blegoudé leur a demandé de rester mobilisés et d'être au rendez-vous de la destinée de la mère patrie. Nous avons encore la possibilité de sauver ce pays. Quand on parle du futur de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart. Quand on parle du changement de la Côte d'Ivoire, ne vous sentez pas à l'écart. Quand on parle de la défense de l'identité de la Côte d'Ivoire, le musulman ne doit pas se sentir à l'écart. Parce que le musulman fait partie de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est musulman ivoirien. Quand on dit allons défendre la Côte d'Ivoire, ne soyez pas à l'écart. C'est avec vous qu'on va défendre la Côte d'Ivoire. Avec à la tête quelqu'un qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Après avoir perçu les enseignements et le sens du combat du président Laurent Gbagbo pour faire de la Côte d'Ivoire un État développé et prospère pour le bonheur des Ivoiriens, la jeunesse de la communauté musulmane a promis d'accomplir la mission à elle confiée par le directeur national de campagne adjoint chargé de la mobilisation de la jeunesse, Charles Blegoudé. Bon, ma préoccupation, c'était par rapport au port du voile, comment on appelle ça, dans l'école. Parce qu'en attendant, on voit des professeurs qui refusent ou les filles qui sont voilées en classe, ils leur demandent d'enlever le voile. Bon, j'ai posé ma préoccupation, j'ai été très satisfaite par la réponse que le président Blegoudé m'a donnée. Nous sommes venus échanger avec lui, nous avons parlé de tout et de l'évolution et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que dans notre entendement, avant, on pensait que les musulmans étaient bannis, exclus. Mais aujourd'hui, à travers tout ce qu'il vient de dire, nous avons compris que nous étions dans un coma très profond et aujourd'hui, nous faisons un éveil de conscience. Parce que c'est un éveil de conscience, il a éveillé en nous un certain nombre de choses. Donc nous l'encourageons sur cette voie et qu'il continue ces différentes rencontres et ces genres d'occasions, d'événements puissent se répéter. L'espace de libre-échange s'est poursuivi à Abobo à l'invitation de la jeunesse musulmane. Il s'est transformé en thé politique. Échange dans une ambiance conviviale autour des chantiers du président Laurent Gbagbo et de son programme de gouvernement. D'où des prières ont été dites afin que Allah confirme le pouvoir accordé à son fils, le président Laurent Gbagbo. Encourager la cohésion communautaire à travers des opérations sociales. C'est un autre cheval de bataille du COGEP. Les guides religieux musulmans de Diokoué ont salué le geste du COGEP qui a offert plusieurs centaines de bouilloires de prière en langage d'usage Seridaga, des nattes, ainsi que du ciment et des tôles à la mosquée Méité en construction. À Daloa, le lycée coranique Ansar du Dr Moustapha Sy accueille près de 400 élèves par an, du CP1 à la terminale. Les élèves sont formés en 3 langues, l'anglais, l'arabe et le français, en plus de toutes les autres matières académiques. Mr. President, this is the second clip on the... Monsieur le Président, c'est là le deuxième clip vidéo sur les actions sociales du COGEP, sous les auspices de Monsieur Blegoudé. En Égypte ou en Arabie Saoudite, pour le cycle supérieur. Le docteur Moustapha Sy Yacoub est le moufti général de Côte d'Ivoire. Il s'occupe d'environ 600 orphelins. À ce tome et à son centre de formation, ravagé par les vents violents qui ont accompagné les dernières pluies diluviennes, le COGEP, en guise de contribution à la reconstruction, ont offert des tôles et du ciment pour permettre à l'éminent guide de poursuivre son œuvre. Bassi Diaby, l'imam de la mosquée centrale de Daloa, a reçu également un appui du COGEP pour parachever des bâtiments destinés au culte.
En plus des guides spirituels, le président Charles Blé Goudé profite de son passage dans les villes pour rendre visite aux personnalités influentes des communautés afin de recréer l'harmonie et la proximité entre les peuples d'ici et d'ailleurs. La mosquée en question est située au quartier Bardo, quartier défavorisé de la ville de San Pedro. L'Almami Bamba Yakuba en est l'administrateur, en plus d'être le président régional du COSIM, Bassa Sandra. C'est le représentant du COGEP de San Pedro, Marc Blessépé, qui a exécuté la démarche commandée par Charles Blé Goudé, à savoir le don de 10 tonnes de ciment et de fer pour parachever la mosquée. Pour les fidèles, un lot de 100 nattes et de 100 bouilloires en caoutchouc, appelé dans le jargon Seridaga, a été convoyé d'Abidjan. Pour permettre à l'imam Bamba Yakuba de coordonner son action spirituelle dans la région, le COGEP a offert également un véhicule. Il n'en fallait pas plus pour que le guide spirituel lâche des larmes d'émotion. « 2005, 5 juin. Depuis 2005, le président Gbagbo n'a jamais oublié les musulmans. Le général Blé Goudé n'a jamais oublié les imams et les musulmans. Son petit frère qui est derrière lui, qui est Blessé, a toujours pensé aux musulmans comme les grands frères. Aujourd'hui, lui n'a pas de pouvoir, c'est Dieu qui a pouvoir. Sa seule pouvoir, c'est le chapelet. Et ce qu'il a appris comme à école coranique au Mali, comme en Guinée et en Côte d'Ivoire, avec son village, avec son chapelet, c'est que son pouvoir, il va le faire. Blé Goudé n'est pas musulman, il est chrétien, mais le COGEP aujourd'hui a deux objectifs. Il y a les objectifs politiques et les objectifs sociaux. Puisque nous recherchons la cohésion sociale, nous sommes en train de fouiller. Là où il y a beaucoup d'hommes, il faut faire en sorte pour que ces hommes-là vivent en paix et en bonne harmonie.